Messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de quelques points de brûlante actualité, en commençant par la situation sécuritaire au Nord Kivu. Nous évoquerons également les déclarations d'un membre du gouvernement américain sur le dialogue national et nous parlerons du dialogue national. Pour ce qui est du Nord Kivu, vous savez qu'il se passe des choses à Béni qui nous préoccupent et que Goma a aussi été l'objet d'une attaque il n'y a pas si longtemps, mardi 2 juin 2015, aux petites heures de la matinée, alors qu'il pleuvait abondamment sur la ville. Plusieurs dizaines d'assaillants lourdement armés ont attaqué l'aéroport du chef-lieu de la province du Nord Kivu, tuant sur l'effet de la surprise 2 éléments des forces de défense affectés à la garde des lieux. Et lorsque les troupes régulières venues à la rescousse sont arrivées, ils ont trouvé les assaillants occupés à mutiler une de leurs victimes. Et vous savez que c'est une façon d'opérer à laquelle nous ont habitués les assassins qui opèrent souvent dans le Grand Nord. Ils coupent la tête de leurs victimes, ils coupent les membres, etc. C'est ce qu'ils étaient en train de faire à Goma lorsque les troupes venues en renfort sont arrivées et les ont mis en déroute. Au cours de ces échanges de tirs qui ont suivi l'arrivée des troupes de renfort à l'aéroport de Goma, 4 assaillants ont été éliminés, 5 seront capturés et le reste de la bande a pris la fuite. Les assaillants capturés ont été interrogés par les services auxiliaires de la justice et les services d'intelligence et ils ont fait des révélations. Des révélations qui ont permis aux enquêteurs de remonter la filière de la terreur qui a failli noyer la ville de Goma. Il ressort des dépositions de ces personnes que certains d'entre eux ont été recrutés par un certain Kambale Malonga à Nyamilima, en territoire de Rutshuru. Ils ont indiqué notamment que d'autres combattants avaient rejoint leur rang depuis plusieurs mois après avoir été recrutés à Béni, principalement dans le secteur de Mbao. Mbao est une des entités les plus martyrisées par l'offensive terroriste que nous déplorons dans le Grand Nord et que nous attribuions jusque-là exclusivement à des rebelles ougandais de l'ADF. On se souviendra qu'un grand nombre de femmes, d'enfants, mais aussi un grand nombre d'adultes et de vieillards ont été assassinés ces derniers jours dans le Grand Nord par des assaillants jamais identifiés. Beaucoup de ces victimes l'ont été dans le périmètre du secteur de Mbao, qui est une entité de Béni. Les terroristes qui ont été capturés à l'aéroport de Goma étaient tous des Congolais, tous ressortissants de la province du Nord Kivu. Ils ont déclaré avoir subi une formation au maniement des armes à feu et des armes blanches dans un maquis de la forêt de Mbao où 2 gourous les auraient endoctrinés. La fin de leur formation était marquée généralement par une sorte de cérémonial ésotérique avec scarification, badigeonnage, supposé les rendre invincibles et invulnérables. Une vieille histoire dans la longue lignée des histoires des rébellions de notre pays. Les auteurs de l'attaque contre l'aéroport de Goma auraient été, pour la plupart, recrutés donc à Béni, en secteur de Mbao, et acheminés vers Goma par camion. Sur place, dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, ils ont été logés et nourris par M. Kambale Malonga, un ancien chef de bureau dans la commune de Goma, à Goma, et qui semble jouer un rôle dirigeant au sein de ce groupe armé. Il est cité comme l'organisateur de 2 réunions
au cours desquels l'attaque sur l'aéroport de Goma a été planifiée. Le mot d'ordre lors de la dernière de ces deux réunions, selon les dépositions des personnes capturées à laquelle Kambale avait participé, était, je cite, « frapper à Goma pour embraser toute la province du Nord Kivu ». Fin de citation. Je dois signaler aussi qu'un député provincial du Nord Kivu, du nom de M. Nkenda Kenda, aurait, selon la déposition de Kambale Malonga, qui a été aussi appréhendé près de la frontière rwandaise, avait pris l'engagement au cours de cette réunion de fournir des armes aux commandos qui devaient attaquer l'aéroport de Goma. Une promesse qu'il a tenue le jour même. Kambale a été arrêté, de même que l'honorable Kenda Kenda, arrêté et poursuivi en procédure de flagrance. La perquisition qui a été opérée par les services compétents a permis de découvrir 4 armes, dont 2 AK-47 et 2 fusils mitrailleurs Uzi, manifestement prêts à servir pour d'autres opérations de déstabilisation du Nord Kivu. On a trouvé dans sa parcelle le véhicule qui a servi au transport des assaillants auteurs de l'attaque contre l'aéroport de Goma et qui était recherché par la police. Une preuve supplémentaire de son implication. Dans les comptes rendus écrits à la main qui ont été également saisis, compte rendu des réunions préparatoires de l'attaque de l'aéroport de Goma, trouvée sur un suspect, la présence et les interventions du député provincial Kenda Kenda sont confirmées. À la suite des dénonciations des uns et des autres, plus d'une trentaine de suspects sont pour l'instant sous les verrous, après avoir été interpellés pour actes de terrorisme perpétrés aussi bien à Beni, à Rutshuru qu'à Goma. Certains ont pris la fuite vers l'Ouganda voisin, mais l'Ouganda nous a fait savoir déjà qu'il avait l'intention de les rapatrier vers la République démocratique du Congo en exécution de ses engagements pris dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba qui enjoint les États signataires, il faut le rappeler, de ne tolérer ni fournir aucune assistance ni soutien quelconque à des groupes armés, de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, et de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la région. Les enquêteurs établissent de plus en plus maintenant un lien direct entre l'attaque contre l'aéroport de Goma et les actes de terrorisme qui ont endeuillé le Grand Nord, à Beni. Les enquêteurs qui se sont transportés depuis le week-end dernier, sur injonction du gouvernement, à Beni et à Mbao, afin de compléter leurs recherches à ce sujet. Mesdames, Messieurs de la presse, on pensait que l'arrestation de Djamil Mukulu, le numéro 1 de ADF, ougandais, en Tanzanie, que la neutralisation d'un de ses principaux lieutenants par les FARDC et la destruction de leur quartier général dans la jungle par les vaillantes forces de défense et de sécurité de la République allait marquer la fin, ou du moins le déclin, des offensives terroristes qui ont endeuillé le Grand Nord Kivu, mais la poursuite des incursions, la poursuite des agressions contre des populations inoffensives à Beni, quoique moins nombreuses qu'auparavant, tendent à donner de la substance à l'hypothèse de l'existence de réseaux criminels comprenant également des compatriotes congolais. Cette situation inattendue interpelle aussi bien le gouvernement de la République
que les communautés du Kivu. Et nous nous perdons en conjectures sur les véritables motivations de ces compatriotes qui ont manifestement choisi d'imiter les criminels de la rébellion ougandaise des ADF, que nos forces de défense et de sécurité sont encore occupées à éradiquer dans cette partie de la République. Pour le gouvernement, il ne sert à rien de s'agiter autour de la nationalité ou de la communauté d'appartenance des auteurs de tels crimes qui se commettent à Beni ou ailleurs dans le Nord Kivu. Un crime reste un crime, quelle que soit leur nationalité, leur communauté d'appartenance, leur motivation, qu'elle soit politique ou mercantiliste. Le sang des innocentes victimes, tombées à Beni et à Mbao et partout ailleurs, au Nord Kivu, ces victimes congolaises innocentes, tuées par centaines, leur sang crie vengeance. Et le gouvernement de la République est déterminé à traquer jusqu'à leur dernier retranchement tous ceux qui, de près ou de loin, se sont compromis dans cette ignoble criminalité que rien, absolument rien, ne saurait justifier. C'est la mission qui a été confiée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, aux nouvelles unités des forces de défense et à leur nouveau commandement déployés dans cette zone martyre. Mesdames, Messieurs, je voudrais dire un mot maintenant assez brièvement sur les déclarations du sous-secrétaire d'État américain, M. Tom Malinowski, au sujet du dialogue national qui est en préparation. Vous le savez que pendant son séjour à Kinshasa, le sous-secrétaire d'État américain à la démocratie et aux droits de l'homme, Tom Malinowski, a déclaré au cours d'un entretien avec la presse le 4 juin que le dialogue républicain, je le cite, ne devait pas servir de prétexte pour retarder les élections. Fin de citation. De fait, il répétait une rengaine qui est ressassée régulièrement avec mauvaise foi par une opposition dont on ne sait plus quand il faut la croire ou pas. Je parle de mauvaise foi et je pèse mes mots parce que tout le monde sait que le président de la République démocratique du Congo n'a aucune compétence en matière de calendrier électoral, qui relève exclusivement de la Commission électorale nationale indépendante. M. Malinowski s'est permis d'ajouter en plus que l'ordre du jour du dialogue national devait se concentrer uniquement sur les problèmes électoraux, comme si, pour parler de leur pays, qui a bien d'autres chats à fouetter, notamment cette grave crise humanitaire et sécuritaire qui secoue le Grand Nord, ces perturbations de l'ordre public qu'on observe à Aveba, en Ituri, ou à Manono, dans le nord du Katanga, les Congolais avaient besoin de l'autorisation d'un de leurs partenaires étrangers. En réalité, M. Malinowski, qui a été activiste chez Human Rights Watch il y a seulement quelques années, a rarement raté une occasion de se livrer à des excentricités bien peu diplomatiques. Et pas plus tard que l'année dernière, il avait été déclaré persona non grata par le Bahreïn, après des déclarations qui ont mis mal à l'aise les autorités de ce pays. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, où il vient de se mêler de choses qui ne concernent pas des partenaires étrangers, mon collègue le ministre des Affaires étrangères, M. Raymond Tshibanda, a dit ce qu'en pense le gouvernement dans sa réaction qui a été rendue publique le 5 juin. Je vais le citer. Le dialogue entre les fils et les filles de la République démocratique du Congo relève de la politique interne de la République démocratique du Congo. Toute immixtion des États tiers dans ce processus est donc non seulement inacceptable, mais également intolérable, conformément au droit international qui prescrit le principe de non-ingérence
dans les affaires intérieures d'un autre État. Fin de citation. Cette position du gouvernement s'inscrit dans le droit fil de la déclaration du président de la République, Joseph Kabila, dans son discours sur l'état de la nation le 15 décembre 2014. Citation: « De nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. » Fin de citation. Le troisième point a trait au dialogue national. Vous le savez, certains de nos compatriotes acteurs politiques dans l'opposition, qui avaient souhaité naguère la tenue d'un dialogue républicain, ont déclaré qu'ils liaient cet exercice à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, dit accord cadre d'Addis Abeba. D'autres récusent l'initiative prise par le président de la République à cette fin. Mais en réalité, quiconque a parcouru ce texte peut constater que l'accord cadre d'Addis Abeba ne fait aucune allusion au dialogue entre Congolais, parce que c'est un accord régional, c'est un traité entre États. C'est plutôt dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 28 mars 2013 à New York, qu'il est demandé au point 14, sous-point B, je cite, « au représentant spécial des Nations Unies pour la République démocratique du Congo de promouvoir, et je souligne promouvoir, au moyen de ses bons offices, un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes. » Fin de citation. Il s'agit donc bien d'un lobbying et non de ce véritable acte de substitution de souveraineté auquel quelques compatriotes de l'opposition voudraient promouvoir, que quelques compatriotes de l'opposition voudraient promouvoir en demandant à un préposé des Nations Unies de convoquer des forces politiques congolaises à un dialogue, convoquer également le chef de l'État auprès duquel il a été accrédité par la communauté internationale. Même Kafka ne s'y retrouverait pas. Et c'est ce que le représentant de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo, M. Kobler, essaye de faire passer en déclarant Urbi et Urbi qu'il soutient l'initiative prise par le président, qu'il reste disponible pour apporter ses bons offices si le président de la République, Joseph Kabila, le lui demandait. On ne comprend pas pourquoi les gens s'entêtent sur le chemin de lui demander de se substituer au président Joseph Kabila. L'exigence d'une certaine opposition de ne participer à un dialogue que si le représentant du secrétaire général des Nations Unies à Kinshasa en assurait le leadership ou la présidence, ne répond donc ni à la lettre, ni à l'esprit des résolutions du Conseil de sécurité. Et du reste, dans un louable souci de recadrer ces interprétations un peu à l'emporte-pièce, le Conseil de sécurité adoptera une autre résolution concernant la République démocratique du Congo, la résolution 2211, dont on parle aussi. C'était le 26 mars 2015, c'est-à-dire 2 ans presque jour pour jour après la résolution 2098 du 28 mars 2013. Que dit cette résolution 2211 que l'on nous brandit également pour justifier ce schéma de substitution de souveraineté ou de mise sous tutelle? Cette résolution 2211 du Conseil de sécurité
ne parle pas du dialogue politique dans le sens que lui donnent ceux qui refusent de faire du dialogue une affaire de Congolais. On lit plutôt au sous-chapitre « Élections » que le Conseil de sécurité exhorte le gouvernement et toutes les autres parties concernées à créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert, transparent, pacifique et conforme à la Constitution congolaise et au calendrier électoral pour qu'il s'accompagne d'un débat politique libre et constructif. Fin de citation. Le terme dialogue dans la résolution 2211 n'apparaît qu'au sous-chapitre qui est consacré aux relations entre la République démocratique du Congo et les autres pays de la région des Grands Lacs. Dans les recommandations adressées non pas aux représentants du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, mais bien à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et pour cause, auquel il est demandé, je cite la résolution, de continuer à s'investir à l'échelle régionale et internationale dans la quête de la paix, de la stabilité et du développement économique de la République démocratique du Congo et de sa région, notamment en favorisant l'organisation rapide d'élections nationales crédibles et sans exclusive et en ouvrant un dialogue régional. Un dialogue régional. Fin de citation. C'est écrit noir sur blanc. Il serait souhaitable que ceux de nos compatriotes qui ont voulu surfer en quelque sorte sur l'accord cadre d'Addis Abeba et sur les résolutions 2098 et 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour torpiller l'initiative prise par le chef de l'État en réponse à la demande d'une partie de l'opposition à bien vouloir procéder à un réexamen de ces trois instruments juridiques qui ne disent pas ce qu'ils prétendent. En tout état de cause, il faut saluer l'unanimité qui se dégage des propos responsables et frapper au coin du bon sens qui sont tenus par tous les hôtes reçus par le chef de l'État qui ont tous soutenu l'impérieuse nécessité de la tenue du dialogue dans le respect des institutions et dans le respect de la Constitution, surtout à l'aube des échéances politiques à venir qui exigent un climat général de confiance. Mesdames, Messieurs de la presse, les raisons de ceux qui s'opposent à un dialogue entre Congolais sont multiples et variées. Elles vont d'une remise en cause du rôle d'initiateur du chef de l'État à des spéculations et revendications préalables quant à l'objet, au périmètre et aux objectifs du dit dialogue, en passant par des appels à une médiation étrangère dont nous venons de parler. Ces questionnements, combinés aux besoins d'évaluation des processus antérieurs, sont choses normales et compréhensibles dans une démocratie. Toutefois, le jeu des postures au détriment des enjeux reste inadmissible pour le gouvernement, surtout lorsqu'un certain nombre de raisons avancées au dialogue, par ceux qui s'opposent au dialogue ne concernent en réalité ni le périmètre de celui-ci, ni son objet, ou encore ses modalités. On a plutôt le sentiment d'être en face de calculs, d'acteurs politiques, soucieux d'être les premiers dans les rangs d'une sorte de grand-messe, lorsqu'ils ne voient pas d'un mauvais œil l'élargissement du dialogue à d'autres, avec à la clé l'obligation du partage éventuel des dividendes ou le risque que l'initiative, tout comme les bénéfices du processus, leur échappe, ce qui justifie à leurs yeux leur souhait que la démarche n'aboutisse jamais.
Il faut que les Congolais cessent de projeter le devenir de leur pays sur la base de procès d'intention, signe manifeste d'une incapacité à dépasser les a priori. Le dialogue entre Congolais sur le Congo devrait devenir une seconde nature pour tous. Il ne doit pas être instrumentalisé à des fins d'affichage ou pour une caution de vue partisane. Il s'agit de réflexions stratégiques devant aboutir à des solutions partagées sur l'avenir de toute la nation. On peut comprendre l'efficacité d'une médiation ou d'une facilitation internationale comme gage de la crédibilité du dialogue entre ressortissants d'un même pays dans certaines circonstances. Mais nous devons être à l'écoute de l'opinion de plus en plus partagée par nos concitoyens qui pensent qu'après la table ronde de Bruxelles, après la conférence de Tananarive, après le dialogue intercongolais de Sun City, le temps est peut-être venu pour que les Congolais puissent se parler entre eux, sans faire de leur pays une éternelle arrière-cour de la communauté internationale. Et si la vivacité du débat démocratique dans notre pays est la traduction de la mesure de la passion pour le Congo, l'intérêt supérieur de la nation commande que cessent ces éternelles récriminations, que notre société cesse d'être une société de conflits éternels. Après tant d'épreuves, après tant de désillusions, la République démocratique du Congo a besoin d'apaisement. Tous les Congolais ont besoin de la paix. Ce n'est pas un luxe pour notre classe politique que d'avoir un entendement commun sur les fondamentaux des règles démocratiques qui vont être convoquées à l'occasion des cycles électoraux de 2015 et 2016. Le cas de nos voisins du Burundi, où la crise a résulté de l'interprétation contradictoire des accords d'Arusha par la classe politique de ce pays, devrait pourtant nous interpeller. Que les Congolais parlent entre eux-mêmes de leur pays, de leurs élections, de leur sécurité et de tous leurs autres problèmes ne saurait causer du tort ni au pays lui-même, ni aux acteurs politiques. Loin s'en faut. Je vous remercie et je suis à votre disposition. Eh bien voilà, nous passons directement à la première intervenante. Elisa Vesterov de RFI. Je voulais juste revenir sur ce dernier point par rapport au médiateur international. Donc j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de nécessité stipulée dans les accords d'avoir recours à ce médiateur, mais est-ce à dire que le Congo exclut totalement d'avoir recours à un moment ou à un autre à un médiateur international pour coordonner ce dialogue politique que le président a initié? Et puis une deuxième question, Human Rights Watch a sorti un communiqué aujourd'hui demandant d'urgence aux autorités à procéder à l'exhumation des corps qui ont été enterrés à Maluku il y a 2 mois, et notamment parce qu'au bout de 2 mois, il n'a pas été possible d'établir l'identité précise des corps qui sont enterrés, et que 34 familles, par ailleurs, ont porté plainte et demandé à ce que la lumière soit faite sur l'identité de ces corps qui sont enterrés à Maluku. J'aurais aimé avoir la réaction du gouvernement. Et enfin, dernier point, dans une conférence de presse le 9 avril, vous aviez dit que la liste des corps qui ont été enterrés à Maluku, donc les disparus, les personnes non identifiées, serait disponible à l'hôtel de ville. Or, nous sommes plusieurs médias à avoir fait la demande d'obtenir ces listes et nous n'avons pas pu obtenir aucune de ces listes jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Merci. Bien. En ce qui concerne la première question, s'il y a ou non besoin de médiateur international, il me serait difficile de vous apporter une réponse, le gouvernement n'étant pas l'initiateur de ce dialogue ou de ces consultations autour du dialogue. Il appartient au président de la République qui en a pris l'initiative d'évaluer la nécessité ou non de faire appel à un médiateur, encore que on voit mal, en l'état actuel de la situation, pourquoi
l'idée d'un médiateur international et pour quelle raison les Congolais, qui se parlent tous les jours, seraient tout d'un coup incapables de se parler sans la présence d'un médiateur international. Et nous savons tout le prix que nous payons à ces interférences extérieures, parce que nous sommes un pays qui a beaucoup souffert des interférences extérieures et dont les problèmes sont souvent venus de l'extérieur, mais il appartient au président, qui représente nos intérêts, jusqu'à la fin de son mandat, de prendre des dispositions parce qu'il est le garant justement de l'unité nationale. C'est lui qui va préciser si il sera nécessaire d'arriver à une médiation internationale. Pour quelles raisons? Ce ne sont pas des gens qui sont en train de se battre, qui voudraient se parler. Ce sont des gens qui sont ensemble dans des institutions, qui veulent se mettre ensemble pour se mettre d'accord sur un entendement commun pour des élections auxquelles tous vont participer. Donc nous avons l'impression qu'il y a une confusion de genre. On veut nous traiter comme des gens qui sont en train de mettre fin à une guerre militaire entre eux, alors qu'en réalité, nous sommes en train de régler un problème qui ne peut être réglé que de manière tout à fait conviviale. Donc le président dira ce qu'il entend faire à la fin de ce processus de consultation. C'est pour cela qu'il a lancé des consultations avant de commencer le dialogue. Donc la réponse lui appartient. Human Rights Watch, dites-vous, demande aux autorités d'exhumer les corps parce qu'il y aurait 34 plaintes. Mais des plaintes déposées auprès de qui, madame? Je n'ai pas, moi, l'information que Human Rights Watch fait partie des cours et tribunaux en République démocratique du Congo. Nous avons eu le dernier rapport du ministre de la Justice faisant état de 2 plaintes, 2 réclamations de 2 familles, de personnes qui, devant le procureur de la République chargé du dossier, ont parlé d'événements qui n'ont strictement rien à voir, logiquement, avec ceux qui ont été mis en exergue par les personnes qui ont voulu accuser le gouvernement d'avoir commis des crimes dans le cadre de ces enterrements collectifs qui ont eu lieu à Maluku. Alors, les 34 plaintes, si Human Rights Watch s'est transformé en tribunal, cela regarde Human Rights Watch, ça ne nous regarde pas. Je pourrais lui conseiller d'orienter ses plaignants vers les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas un pays sous la tutelle de Human Rights Watch. Si elle a reçu des plaintes, il faut les orienter vers le procureur de la République qui a été désigné, qui a été même présenté au public, qui est connu de tout le monde. Un état de droit, ça ne fonctionne pas d'une manière aussi anarchique que cela. Donc les 34 plaintes, nous n'en sommes pas informés. Et donc jusqu'à ce que le magistrat reçoive ces plaintes, le magistrat décidera de ce qu'il faut faire. Si les plaintes sont recevables, d'abord une plainte n'est pas déclarée recevable de manière automatique, le magistrat décide de la recevabilité d'une plainte avant d'y donner une suite. Il y a des plaintes qui sont classées sans suite, il y a des plaintes auxquelles le magistrat donne une suite. Il ne faut pas que Human Rights Watch nous apprenne le droit, on n'a pas inventé la roue. Donc nous attendons que le magistrat décide, le dossier n'est pas fermé, et donc ces appels, c'est le magistrat qui a lancé un appel à plainte, ce n'est pas Human Rights Watch, le magistrat a demandé aux familles qui sont concernées. Il est étonnant que Human Rights Watch s'élève en intermédiaire entre le magistrat et d'autres Congolais, alors que le magistrat est congolais, que la justice est au Congo, qu'il siège même près de Maluku, puisque c'est le magistrat qui est au parquet de grande instance de Maluku. Alors, je ne sais pas pourquoi des plaignants viendraient voir Human Rights Watch. On ne sait où, moi-même, je ne sais même pas où est le siège de Human Rights Watch à Kinshasa. Et on a plus facile à aller se plaindre chez des gens qui ne donnent même pas l'adresse de leur siège, mais refusent d'aller se plaindre chez le magistrat qui est chargé du dossier. Donc, c'est le magistrat qui décidera et non Human Rights Watch. Nous rejetons donc les prétentions de Human Rights Watch à se substituer au magistrat qui est chargé du dossier. Et je répète ce que le gouvernement a dit, qu'au besoin, tous les devoirs de l'enquête seront réalisés avec le soutien du gouvernement si le magistrat estime que l'exhumation est nécessaire. Le magistrat le demandera, mais il n'appartient pas à Human Rights Watch à se substituer à nos institutions. Quant à la liste qui est disponible, oui, une liste existe. D'après ce que nous savons, la liste fait partie du dossier judiciaire.
qui est entre les mains du magistrat. Donc on ne peut pas en même temps exiger que la justice puisse faire la lumière sur une affaire et croire que tout le monde peut commencer à siéger là-dessus pour y statuer. Hein, que nous, que le public, les journalistes, puisque l'affaire a été confiée par le ministre de la Justice au parquet, l'hôtel de ville, tout le monde a remis tous les dossiers irrelatifs au magistrat. Et le magistrat décidera en âme et conscience du moment où il voudra mettre ces documents à la disposition de qui que ce soit. Je ne connais pas de pays au monde où l'office d'un magistrat peut être accessible à tout le monde pour aller consulter tous les dossiers dans une instruction qui a cours. Parce que l'instruction a encore cours, l'instruction n'est pas encore terminée. Donc il faut tenir compte du fait que c'est une affaire qui a été confiée à la magistrature et que c'est la magistrature qui détient ces dossiers. Et donc elles sont devenues, je pense, indisponibles du fait que l'hôtel de ville a dû, sur réquisition du magistrat, se débarrasser de ces documents et les remettre au magistrat instructeur que vous connaissez et que vous pourriez voir pour voir avec lui pourquoi il ne peut pas les mettre à votre disposition pour l'instant. Voilà les réponses que je peux apporter aux questions que vous m'avez posées. Abibou Bangré pour l'AFP, 2 questions. La première concerne le cas Tom Malinowski. Ce n'est pas la première déclaration des États-Unis qui met en colère Kinshasa. Je voulais savoir si le pays était prêt à se passer de l'aide des États-Unis pour les prochaines élections si ça continuait. Et l'autre question concernant l'attaque contre l'aéroport de Goma, le CIDOP, une organisation des droits de l'homme basée au Nord Kivu, dénonce des arrestations arbitraires opérées par l'ANR et l'AGR et notamment de personnes d'origine nandais. Que répondez-vous? En ce qui concerne les déclarations du secrétaire d'État, du sous-secrétaire d'État Malinowski, je suis un peu surpris par la tournure de votre question. Est-ce que cela veut dire que si la République démocratique du Congo trouve questionnable la déclaration d'un préposé de l'administration américaine, cela veut dire, comme conséquence pour vous, que nous renonçons à l'aide américaine? Dans quel monde sommes-nous? Si on ne peut plus dire aux amis ce que l'on pense, sans pouvoir renoncer à toute coopération, alors je pense que vous avez tout faux. Nous avons le droit de dire nous sommes contents ou nous ne sommes pas contents de la manière dont les choses se passent. Et s'agissant de l'aide américaine, il ne faut pas essayer de nous la faire. Nous avons reçu des promesses de toute la communauté internationale en 2011. Vous n'étiez pas ici. Nous qui étions ici, nous savons ce qu'il en a été. Nous n'avons vu que des papiers. Nous n'avons entendu que des discours. Nous n'avons pas vu le moindre sous-vaillant. Et nous avons dû prendre sur nos budgets sociaux de l'argent pour financer les élections de 2011 à 95%. Donc c'est une éventualité qui a cessé de nous faire trembler. Il faut arrêter avec ces petites menaces. Nous avons des amis, nous leur disons ce que nous pensons, ils restent nos amis. Nous ne pensons pas que tout le gouvernement américain a le style de Malinowski. Tous les membres du gouvernement américain ne passent pas par des associations militantes comme Human Rights Watch avant de venir au gouvernement pour avoir ce type de langage très peu diplomatique. Nous avons reçu ici un secrétaire d'État américain qui est le patron de Malinowski, qui a eu des propos très diplomatiques. Nous avons beaucoup apprécié. Monsieur John Kerry, pourquoi voulez-vous que, parce que nous faisons des remarques sur le ton de M. Malinowski, que nous faisons des remarques sur le fait qu'il y a des matières sur lesquelles nous n'acceptons pas des ingérences, que nous ouvrions un conflit avec les États-Unis jusqu'à renoncer à leur soutien. S'ils veulent nous soutenir, nous sommes d'accord d'accepter leur aide, mais il n'y a aucun lien entre le fait que nous apprécions négativement les propos et les attitudes d'un préposé américain avec le fait que nous cessons de pouvoir bénéficier de la coopération que nous avons avec les États-Unis, qui est une coopération extrêmement fructueuse. L'un n'est pas nécessairement synonyme de l'autre. Alors, vous dites qu'il y a une ONG du Kivu qui dénonce les arrestations. Je pense que ces arrestations sont opérées selon les règles de l'art. La police judiciaire est impliquée, les dépositions sont faites devant des officiers de police judiciaire assermentés. Si cette ONG dont vous parlez a des éléments qui infirment ce qui est dit ici,
Elle peut prendre contact avec les avocats des personnes qui sont interpellées pour faire valoir leur droit à la défense. Nous ne sommes pas déjà au tribunal, pourquoi se presser? Nous ne sommes pas devant les juges pour pouvoir dire tel est innocent, tel n'est pas innocent. On n'a condamné personne. Voilà une agitation bien suspecte. On interpelle des gens, on leur demande quel est le rôle qu'ils ont pu jouer. Des gens sont dénoncés par d'autres. Est-ce que la justice a le droit de les entendre, oui ou non? Nous serions le premier pays à renoncer à entendre quelqu'un qui est dénoncé par quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des ONG qui vont dire qu'on les a arrêtés de manière irrégulière. Quelle irrégularité? C'est tout à fait normal que lorsque quelqu'un est cité par une personne prise en flagrant délit d'un crime, que cette personne soit convoquée, qu'elle soit entendue, et tant que les règles qui président au fonctionnement de la justice sont respectées, il n'appartient à personne de venir nous empêcher notre justice de pouvoir fonctionner. Ce n'est pas de cette manière-là que nous pourrons arriver à mettre fin à cette chienlit qui s'est emparée de cette partie du pays, et je pense qu'il n'y a qu'un juge qui pourra déterminer avec autorité qui est innocent et qui est coupable, pas votre ONG là. C'est M. Alain Waikani pour la télévision centrale de Chine, CCTV. Monsieur le ministre, le président finit à consulter Non, monsieur, il n'a pas encore fini à consulter. Ok, merci. Vous avez dit ici qu'il y a des gens qui refusent, selon leur réseau, ils donnent leur réseau, ils ne peuvent pas venir voir le président pour être consultés. Alors, qu'est-ce que le gouvernement compte faire? Est-ce qu'on va aller toujours comme ça s'est passé avec la concertation, où il y a des gens qui sont restés, mais qui représentent quand même quelque chose au sein de la communauté congolaise? Deuxième question, depuis que Ngudjolo a été renvoyé ici, l'ancien commandant des FRPI, vous avez dit dans votre déclaration qu'il était amené quelque part pour des débriefings parce qu'il est militaire. Depuis lors, on n'a plus de ces nouvelles. Vous êtes sûr que vous racontez n'importe quoi? Moi, je dis ce que je n'ai pas. Vous êtes sûr qu'on n'a pas de ces nouvelles? Pour un journaliste, sincèrement, vous m'étonnez. Okay. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il a... on aurait dit... Même vos amis se moquent. Que les FARDC ont refusé de l'intégrer. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Vous êtes sûr qu'on n'a pas de nouvelles du sieur Ngudjolo? Je ne sais pas. Excusez-moi. Il y a d'autres journalistes ici. On n'a pas de nouvelles de M. Ngudjolo. M. Ngudjolo a été l'invité du gouvernement pendant une semaine à sa demande. C'est quelqu'un qui habite l'Ituri, qui avait été arrêté lorsqu'il était en Ituri, qui n'est passé par Kinshasa que pour aller au tribunal de La Haye, et qui, au retour, a demandé au gouvernement de l'héberger pendant une semaine, le temps qu'il se prépare pour rentrer chez lui. Il a été hébergé pendant une semaine, et à la fin de la semaine, lorsque le gouvernement a mis fin à son hébergement, M. Ngudjolo est allé dans sa famille, mais il a déploré le fait que le gouvernement mette fin à son hébergement parce qu'il estimait qu'il était officier de l'armée. Et on lui a dit qu'il fallait faire des formalités. Il est peut-être un candidat officier dans l'armée, il faut des procédures. Parce qu'il n'a jamais fait partie de l'armée, il faisait partie d'un groupe armé et qu'il y a des procédures pour pouvoir intégrer l'armée. Mais M. Ngudjolo est tout à fait libre. Il a déjà parlé avec beaucoup de vos collègues. Il a même remis en cause le fait qu'on ne lui a pas donné son grade directement. Il préfère avoir son grade directement au lieu de passer par des procédures. Et vous êtes là à me dire qu'on n'a pas de nouvelles de M. Ngudjolo. Il est tout à fait libre de ses mouvements, il est avec sa famille. Personne ne nous a jamais dit ça. C'est la première fois que j'entends une telle information, que Ngudjolo, on n'a pas de nouvelles de Ngudjolo. Donc il est tout à fait libre, il circule. Le seul problème qui se pose, c'est qu'il attend la décision de l'état-major général parce qu'il veut intégrer les forces armées et qu'on examine son dossier, on va lui répondre. S'il peut intégrer ou non, il faut remplir un certain nombre de conditions. Voilà tout. C'est un homme libre comme vous, comme moi. Gloria Mbouya, Télé 50. Deux préoccupations. La première, quelques élus du peuple, notamment ressortissants du Nord Kivu, vous ont cité nommément d'avoir tenu des propos d'incitation à la haine dans l'attaque de l'aéroport de Goma, en impliquant tout le peuple nandais. Qu'en dites-vous? Deuxième préoccupation, l'armée vient de connaître un ménage. Qu'est-ce qui explique ce changement et quelle incidence pour la traite contre les ADF? Merci. Tout d'abord, s'il y a des gens qui aiment bien faire de l'autoflagellation libre à eux,
citer des communautés congolaises. Je viens de faire toute une mise au point concernant ce qui se passe à Goma et à Beni. Je ne sais pas si on a cité un seul groupe ethnique, même au pire moment du M23. Je ne sais pas si vous avez, dans la communication du gouvernement, entendu le porte-parole du gouvernement citer un seul groupe ethnique. Ça n'est pas arrivé et ça n'arrivera pas. Et ce n'est pas demain que ça arrivera. Donc je dément de la manière la plus catégorique cette accusation, qui est une fausse accusation, et je dirais même un mensonge. Et je remets souvent à sa place ceux de vos collègues qui me posent des questions sur cette histoire-là, puisque, oh, les Nandés, je dis non, il n'y a pas de République des Nandés. Il y a des Congolais qui sont partout au Congo, parce que la libre circulation existe, parce que la responsabilité pénale est individuelle. Donc jamais nous ne accepterons que l'on puisse rendre un groupe ethnique quelconque coupable d'un acte posé par un individu. C'est tout ce que nous disons, parce que la terminologie du gouvernement n'englobe pas ces mots-là. De prendre des groupes ethniques, de pouvoir les donner en pâture, cela n'existe pas. Mais il y a des gens qui ont besoin de se faire des ennemis. Il y a des gens qui ont besoin de se victimiser, libre à eux, mais je dément de la manière la plus catégorique, ni moi-même comme individu, ni le gouvernement dans sa communication, jamais nous n'avons mis en cause un groupe ethnique, et c'est vous qui venez de citer le groupe Nandé dans votre question. Dans cette salle ici, c'est vous qui venez de citer le groupe Nandé. J'ai déjà parlé depuis longtemps, c'est vous qui venez de le citer. Antenne A va clôturer alors la communication de ce jour. Monsieur le ministre, lors de, disons, au sortir de l'audience que lui a accordé le chef de l'État au Palais de la Nation, l'honorable Némoine Natsemi, pour ne pas le citer, a déclaré exactement ceci: il est inutile ou ça ne sert à rien de changer chaque fois de chauffeur alors que le véhicule reste le même. Ça veut dire qu'il y a un problème beaucoup plus profond qui n'a jamais été traité et résolu par les politiques, qui chaque fois convoquent ou organisent des dialogues, bien que le dialogue doit être toujours encouragé, il doit être permanent. Le constat est que chaque fois que les politiciens se sont réunis, ça finit toujours par un partage de gâteau, comme on dit souvent, c'est-à-dire gouvernement de transition, gouvernement de cohésion nationale, que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, encore avec les concertations nationales, il y a eu ce changement-là. Alors, est-ce que vous pensez que cette fois, les partis politiques, la classe politique congolaise est-elle prête, en commençant par la majorité au pouvoir, d'examiner ce problème qui n'a jamais été examiné, qui fait qu'il y ait toujours des crises récurrentes et que le Congo continue à faire un éternel recommencement? Tout d'abord, je dirais que le rôle de la classe politique est justement de mettre le doigt sur le vrai problème, comme vous le dites. C'est pour cela qu'existent les partis politiques. C'est pour cela qu'existent probablement aussi les associations de la société civile. Réfléchir sur le devenir de notre pays. Donner une signification aux problèmes que nous traversons, qui assaillent notre société. Donc il m'est tout à fait malaisé de pouvoir vous dire exactement quelle sera la définition que les acteurs politiques et sociaux congolais, que le président invite à ces cogitations, qu'est-ce qu'ils donneront comme contenu à cette crise de confiance qui existe entre ce que nous voulons et ce que nous faisons généralement. Nous prenons des décisions, nous avons une constitution, il faut décentraliser. Au moment où on veut passer à la phase de décentralisation, des gens se lèvent pour dire ce n'est pas possible. Soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard, soit c'est proche d'une échéance qui ne permet pas de. On dit qu'il faut démocratiser, il faut faire des élections en commençant par la base. Lorsqu'on veut commencer des élections par la base, il y en a qui se lèvent pour dire non, c'est le sommet qui est plus important. Donc on va de contradiction en contradiction. Il y a certainement une cause à cela. Il y a certainement une cause à cela. Mais cette cause, il ne m'appartient pas à moi, porte-parole du gouvernement, de la définir. Cette cause doit être définie par la classe politique dans son ensemble. C'est pour cela que le président estime que
Parler est la chose la plus importante aujourd'hui. Ce dialogue-là permettra aux uns et aux autres de mettre le doigt dans la plaie pour comprendre exactement pourquoi la même attitude nous caractérise, pourquoi les mêmes contradictions nous poursuivent, pourquoi nous donnons l'impression de faire du surplace alors que nous avons pris des résolutions qui paraissent bonnes, puisque cette Constitution, je n'en vois pas beaucoup qui la remettent en cause. Toutes ces résolutions que nous avons prises ne sont pas nécessairement remises en cause. Mais pourquoi chaque fois que nous voulons passer à l'exécution, il y a des controverses? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi il y a des résistances à la logique de mise en œuvre des décisions que nous avons prises nous-mêmes? Les réponses sont à chercher en nous-mêmes. Pourquoi croyons-nous que nous sommes incapables, 54 ans après l'indépendance, de nous retrouver face à face pour parler, sans la présence de maîtres étrangers? Il y a un problème. Nous devons définir la nature de ce problème-là, le visiter et éventuellement l'éradiquer, parce que c'est un mal qui se trouve en nous-mêmes. Nous devons nous soigner. Et pour nous soigner, nous devons le vouloir. Pour le vouloir, nous devons être ensemble pour nous mettre d'accord sur la nature du mal dont nous sommes porteurs. Je pense que c'est ça, le rôle que le président a tenu à se donner, le rôle que nous lui avons donné en l'élisant comme président de la République, et donc garant de l'unité nationale, garant de la cohésion du pays, garant de la bonne santé des institutions nationales. C'est à ce niveau-là que nous pourrons définir les choses. Bon, maintenant que chaque fois qu'on se retrouve, il faut toujours s'attendre à ce qu'on en sorte avec un gouvernement, je pense qu'il y a des moments où les Congolais se retrouvent sans qu'ils en sortent avec un gouvernement. Parce que tous les jours, les Congolais se retrouvent. Au Parlement, ils se parlent, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Dans les assemblées provinciales, ils se retrouvent. Ils parlent. Ce n'est pas tous les jours au sujet d'avoir un gouvernement beaucoup plus large, etc. Si, lorsqu'ils se parlent, des décisions importantes sont prises qui nécessitent la mise en place de structures appelées à mettre en œuvre cela, je pense que le propre de tous les pays, c'est cela. Il faut se donner une équipe qui a pour mission de mettre en œuvre des résolutions ou des décisions qui ont été adoptées par des grands-messes de cette nature-là. Mais le président essaye maintenant de trouver une formule qui nous sorte un peu de l'ornière. C'est pourquoi il a choisi cette consultation des partis politiques, des décideurs au niveau de la société civile, pour voir quelle est la meilleure formule qui nous écarte du train-train quotidien auquel notre peuple finalement est habitué et est devenu plus ou moins las. Parce que si les mêmes causes doivent continuer à produire les mêmes effets, je pense qu'il faut essayer de tracer un autre cheminement, et c'est ce que nous sommes occupés à rechercher. Alors le refus d'aller à ces consultations qui précèdent le dialogue, pour moi, n'a pas beaucoup de sens si nous voulons trouver une solution qui soit beaucoup plus efficace que celle que nous avons pu dégager jusque maintenant. Il n'y a qu'en se parlant que nous pouvons trouver des réponses aux questions fondamentales que vous soulevez. Ainsi, on a clôturé pour aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a plus de préoccupations. Voilà. On peut rester là et on va continuer à parler des mêmes choses parce que ce sont les mêmes préoccupations qui vont continuer à Je vous remercie.